Voyage en musique. Nicolas Agougeot. Et Geoffroy Scrive. Nicolas, nous nous retrouvons dans les locaux de l'Université de la Sorbonne à Paris. Vous êtes chef d'orchestre. J'ai eu la chance de vous rencontrer cet été parce que vous êtes venu en Finistère diriger la première symphonie de Gustave Mahler. Gustave Mahler, ça va être le sujet de cette conversation avec vous pour parler donc du chef, de son évolution à travers sa vie, à travers les œuvres qu'il nous laisse aujourd'hui. On peut citer quand même pour le début de cette émission comme Gustave Mahler est né en 1860 en Autriche, il mourra en Autriche également en 1911 après de nombreux voyages à travers l'Autriche, l'Allemagne, mais aussi l'actuelle Slovénie. Et puis il faut citer évidemment son passage aux États-Unis. Et pour commencer, peut-être, avant d'aborder cette première symphonie, petite citation de ce livre publié aux éditions de Minuit sur Gustave Mahler, une physionomie musicale par le philosophe Théodore Adorno. Une citation de Mahler lui-même. Nous sommes page 125 du livre, dans le chapitre Variantes et formes, il est écrit « C'est ce que visait déjà une phrase célèbre et naïve du jeune Mahler, disant qu'écrire une symphonie, citation, c'était construire un monde avec toutes les ressources de la technique existante. » Comment cette première accroche, cette citation du jeune Gustave Mahler résonne en vous, Nicolas, puisque nous avons également affaire au jeune Gustave Mahler à travers cette première symphonie qu'il compose autour de 24-25 ans. Merci Geoffroy pour l'invitation et merci d'évoquer ces très beaux souvenirs des deux concerts titanesques, faisant le clin d'œil. À Brest et à Quimper. Ils ont été, oui, des souvenirs, des moments somptueux, des musiques. Avec les clés de Phonia. Avec les clés de Phonia, et que j'ai la chance de diriger depuis quelques années, à chaque fois un chef invité, dont sa directrice titulaire, Laetitia Trouvé, mène un travail remarquable avec cet orchestre, et nous, on a fait des concerts, vraiment des très, 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 très beaux souvenirs. Standing ovation, de l'émotion, voilà. Des pleurs parfois, des larmes. Tout à fait, tout à fait. Certain. Et j'ai envie de dire que on a un peu de mérite là-dessus parce qu'on a bien travaillé, mais principalement on dit merci Gustave Mahler parce que c'est grâce à lui qu'on parvient à ce vécu, à éprouver ces émotions, à faire aussi que le public nous accompagne et éprouve aussi des émotions aussi fortes. Et c'est cette musique et la phrase, la citation que tu nous partages est célèbre et en effet un très bon commencement pour ce dialogue parce que on voit dans Mahler la nécessité d'inventer une nouvelle dramaturgie. Et cette nouvelle dramaturgie, il va la construire avec tous les éléments qui sont à sa portée. Lui, il dit construire un monde, et on peut dire chaque symphonie de Mahler est un univers, et en effet, il introduit dans ses symphonies toutes les musiques qu'il a pu connaître, qui étaient dans son oreille, ou qu'il avait entendues. Si aujourd'hui on voudrait faire pareil, ça devient une tâche quand même impossible, parce que on a accès à toutes sortes de musiques. Grâce à des moyens technologiques d'aujourd'hui, enfin, on peut écouter des musiques, même des musiques de chaque coin du monde, des musiques traditionnelles de chaque coin du monde, enfin, ça serait impossible. Bon, Mahler relève cet exploit en introduisant tout ce qu'il avait comme bagage musical à son époque, dans ses lieux de vie, dans ses voyages, dans les villes, dans les endroits qu'il a connus, d'abord en Europe, en traversant l'Europe, et ensuite avec l'Amérique du Nord. Mais bon, oui, c'est le monde que lui connaît de la musique. Et il va introduire des musiques klezmer, il va introduire des musiques plutôt d'origine vernaculaire aussi, des berceuses, des moments nocturnes, les cloches des vaches, pas forcément sur cette première symphonie, mais celle qui vient après, ou dans la 7e symphonie, de la mandoline, de la guitare. Enfin vraiment, oui, on voit cette intention de construire un monde et de partager dans ces œuvres pas uniquement de la musique symphonique appelée ainsi, mais vraiment toute une variété de styles, ce qui fait aussi sa beauté, ou bien ce qui a animé aussi ses détracteurs par cette hétérogénéité formelle, stylistique qui est contenue dans ses œuvres. Des plateaux innombrables de musiciens. Mais oui, il y a du monde parfois. Mais oui, bien sûr, des orchestres immenses, mais avec des moments
des musiques des chambres, un format très réduit au milieu des symphonies. Mais bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut comparer ça à des films ou à des grands voyages, parce que on se permet donc cet acte quasi radical de passer 1 heure à écouter une symphonie et que ça, dans ce rythme un peu frénétique du XXIe siècle, et on fait ces voyages sonores. Et on apprécie, et sa popularité ne cesse de grandir, parce qu'en effet, on est aujourd'hui avec une sensibilité, je le pense, donc à titre personnel, de pouvoir changer, de pouvoir changer de style rapidement. On parlait de zapping déjà depuis les années 80 avec la télévision, avec ensuite Internet, voilà. On est dans une sensibilité qui est plus ouverte. Je pense qu'il y a une plasticité d'écoute qui est plus présente aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, où les pièces étaient créées. Donc, je le crois. Et le public d'aujourd'hui, il accepte très facilement, enfin, il peut apercevoir très très facilement, aisément, les changements de style, les changements, enfin, tout d'un coup, des musiques qui se déclenchent comme ça, qui n'ont rien à voir avec 2 mesures avant. Il y a moins de surprises, il y a une acceptation de cette variété stylistique. Oui, c'est vrai que si on pense à certains débuts de mouvements dans cette symphonie, je pense notamment au 3e, c'est la contrebasse solo qui lance. Ouais. On n'avait peut-être jamais vu ça avant dans l'histoire de la musique. Sur un thème qui pouvait paraître grotesque à l'époque, c'est une reprise aujourd'hui, on le sait, donc de Frère Jacques de Rameau, là, en mineur. En mineur. Ce qui devait être une révolution à l'époque. Aujourd'hui, on l'accepte parce que ça passe, si je puis dire, comme une lettre à la poste. Oui. Néanmoins, il faut aussi reconnaître qu'on a de moins en moins de faculté de rester longtemps devant un film long. Oui. Donc, comment expliquez-vous le fait... Enfin, est-ce qu'on peut craindre par là... Je pense par exemple aux vidéos de TikTok aujourd'hui qui durent quelques secondes, quelques minutes au maximum. Est-ce que l'on peut craindre pour l'attention d'un public dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, par rapport à la longueur des œuvres de Gustave Mahler, qui durent parfois 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie? C'est une question qui va au vif du sujet, parce que je pense que là, on est devant un texte, comme on le serait devant Balzac, Proust. Il avait une passion pour Dostoïevski. Dostoïevski, voilà, donc... moi, je suis d'origine argentine, donc je connais très bien Borges, quelqu'un qui était un érudit, vraiment une bibliothèque sur pattes, et qui n'a jamais pu écrire un roman. Enfin, lui, il écrit des cuentos, ces contes, donc des récits courts, mais très denses. Et il était sous ce format. Bon, on a Scriabin qui écrit aussi des préludes, où il est avec la même intention de Mahler, d'essayer de mettre tout l'univers, de créer tout un monde sur une petite pièce, éventuellement pour piano, de quelques secondes, ou 1 minute ou quelques minutes, à côté des œuvres symphoniques plus longues. Oui, je crois que il faut tout simplement revenir à ces critères d'aborder un texte quand on se lance dans un roman des 600 pages, 1000 pages, peut-être on le fait pendant les vacances d'été, parce qu'on sait qu'on aura le temps de bien déguster, de bien parcourir tous ces longs textes. Et bien, pareil, disons que on va pas écouter une symphonie de Mahler, juste il faut adapter le moment ou les cadres. Oui. Et oui, je crois que d'ici 20 ans, ou d'ici n'importe quel moment de notre futur, et tout être humain, à un moment donné, s'il dira, là, j'ai pas besoin d'un conte, j'ai pas besoin de quelque chose de court, mais j'ai besoin de vraiment aller dans les profondeurs, ou rester sur quelque chose qui va se promener sur différents états d'âme, pour différents aspects d'émotion, ou de l'esprit humain, ou de l'humanité elle-même. Et Mahler, c'est tout à fait adapté, c'est tout à fait à propos pour ce type de besoins. Alors je vois que vous avez la partition ouverte devant vous. Entrons peut-être dans ce voyage. Oui, parce que là, vous avez bien dit, c'est unique, un début avec une contrebasse solo. On a des exemples chez Verdi, par exemple, contrebasse et piccolo, donc des Falstaff. Et il y a des choses assez uniques. C'est Wolfgang Wagner qui avait écrit sa première symphonie, il mettait 7 corps dans l'orchestre. Donc là, on a un Mahler qui met 7 corps.
c'est rarissime. Enfin, il y a que ces deux exemples que je peux connaître de tous les répertoires. Parce que bon, dans le pupitre de corps, on a les corps aigus, les corps graves. En général, tous les corps impairs, c'est des aigus, les corps pairs, c'est des graves. Donc, ça fonctionne toujours par des duos, enfin, par des pairs. Par des binômes. Et là, avec le 7, on est embêté parce qu'il manque le pair grave. Et donc, oui, il y a des choses uniques dans la symphonie, au niveau de l'orchestration, au niveau des choix de l'instrument, comme au début du troisième mouvement avec la contrebasse solo. Mais, et sur un sujet que je voulais qu'on échange, qu'on partage avec tout le monde, on pourra aussi faire écouter des différences entre la première orchestration de la symphonie et celle qui était la définitive, celle qu'on a jouée ensemble en Bretagne cet été. Et donc, dans la toute première orchestration... Sur les années 24, 1824 1884. C'était, voilà, il commence 84-85, on peut dire vraiment au début de l'écriture de cette symphonie. Et il avait 24 ans, donc il a après refait une création en 88, et les éditions que nous on a sous les mains et datent plutôt de la dernière décennie du 19e siècle, 95, même après 1900 des éditions de Universal. Mais dans la toute première écriture, dans la toute première orchestration, à savoir, on peut avoir une idée musicale, on peut avoir un matériel mélodique, un matériau sonore si on veut, et on va l'habiller d'une manière ou d'une autre avec l'orchestration. Donc, dans la toute première orchestration, le début du troisième mouvement, c'était un violoncelle, qui doublait aussi la contrebasse. Donc, il n'y avait pas que la contrebasse solo. Et on a l'impression qu'il n'avait pas osé d'aller jusqu'au bout de cette idée du burlesque, des parodies. Il faut dire que Mahler, tout le long de sa vie, il aura toujours des marches funèbres. C'est une signature Mahler dans ses œuvres. Et là, on est devant une marche funèbre qui a un côté grotesque, qui a un côté burlesque, qui a cette parodie, parce que bon, après, certains amis lui avaient recommandé de donner un peu de contexte, parce que sinon personne n'allait comprendre. Donc, il a cité, quand il était à Hambourg, qu'il s'inspirait sur des gravures de Callot, où il y en avait une notamment, c'était les animaux qui vont enterrer le chasseur. Ouais. Voilà. Donc, c'est humoristique, et c'était une manière pour lui de justifier ces clins d'œil un peu humoristiques, un peu de la pure parodie. Mais ce n'est que plus tard qu'il va vraiment oser, comme je disais, à laisser la contrebasse solo avec tout simplement l'accompagnement de timbales. Oui. Enfin, la timbale qui marque juste un rythme dominante tonique, et la contrebasse qui s'exprime dans son grand solo prima donna, dans un registre qui est aigu pour la contrebasse. Enfin, c'est pas les registres qu'on utilise, qu'on sollicite de la contrebasse en orchestre, je parle. La contrebasse solo, c'est autre chose, bien sûr, ça va dans les aigus. Mais là, c'est la parodie. Et pour le tout début de la symphonie, enfin, tout le long de la symphonie, la première orchestration qu'il fait, c'est une orchestration qu'on pourrait appeler digne de ce génie musical, d'un excellent élève de conservatoire qui respecte les manuels d'orchestration. C'est impeccable. Mais il va évoluer, lui, en tant que musicien, en tant que personne, en tant qu'humain. Et on arrive à cette orchestration définitive où ce n'est rien à voir, il faut le dire. Ce n'est rien à voir. C'est le jour, la nuit. Et on pourrait écouter, par exemple, le tout début de l'orchestration originale, où il va orchestrer, voilà, les registres, la contrebasse, le violoncelle, l'alto, le violon 2, le violon 1, chacun des cordes sur cette unisson de la note La, dans une écriture tout à fait traditionnelle. Et ensuite, on écoute la version définitive où il y a des pupitres de cordes qui sont divisés. Donc les contrebasses sont divisés à 3 voix, les violoncelles à 3 voix, les altos dans les suraigus avec un harmonique, les violons 2 qui jouent juste 2 mesures, début d'une 3e mesure, les violons 1 qui tiennent une zèle sur les nuances. C'est pas pareil en avoir qu'une seule P du piano, ou 2 P du pianissimo, ou 3 P d'un più pianissimo, sempre più pianissimo. Enfin vraiment, il va creuser, il va aller jusqu'au bout de cette démarche, de demander exactement la sonorité que lui il a dans sa tête. Et pourtant, malgré ces pianissimos, ces pianos, dans ces nuances, selon les instruments, on garde, il me semble, une grandeur intérieure. Oui. Dès le départ de la symphonie. Oui. Et il y en a qui citent la levée du jour. Oui. Et c'est les premières lumières, les premiers rayons de lumière qui est l'éveil de la nature. Et bien sûr, on peut parler d'un pianissimo parce que bon, on va
On va pas se réveiller avec un grand son, un vacarme, mais on se réveille en douceur depuis ces pianissimos. Il y a donc le bruit de la nature, des oiseaux qui sortent de feuillage avec ses clarinettes. Eh bien, pareil, là, tout de suite, là, le tout début de la symphonie, cette petite appel de chasse des clarinettes dans l'orchestration originale était des corps. Et c'était des cuivres, parce que c'est typiquement des fanfares de cuivre. Quand Mahler, dans le 4e mouvement de cette première symphonie, fait le retour, le flashback, oui, comme on appelle au cinéma, donc oui, le retour des images du premier mouvement, c'est bien les corps avec sourdine qui reviennent avec, oui, cette fanfare. Qu'à l'origine, bien sûr, étaient les corps aussi au début, mais, oui, après, il a osé, enfin, il allait vraiment... Il a repensé et il a osé faire ce... Voilà, c'est quelque chose, là, on voit un niveau artistique, une maturité, notamment, qui est vraiment sublime. Là on passe... En tant que chef, ça vous touche? Absolument, absolument, parce que nous, justement, on se doit de respecter les textes. Oui. Et quand on voit que ce texte-là, il a été conçu, il a été écrit, c'est ce que lui sollicite, est tellement pointilleux, est tellement précis, et on a à se réjouir, à essayer de concevoir dans notre tête, à imaginer la sonorité, parce que là, quand il demande tout ça avec tellement de précision, c'est parce qu'il a une idée extrêmement claire dans la tête et extrêmement limpide de la sonorité qu'il souhaite de l'orchestre. Lui, il était donc chef d'orchestre et compositeur. Il a réussi pendant tout le long de sa vie ce tour de force qui est d'être un professionnel de haut niveau sur les deux métiers, enfin ces deux métiers cumulés. Des fois, avec humour, il s'appelait lui-même un compositeur d'été, un compositeur de vacances, comme Borodin, qui se disait lui-même un compositeur de dimanche, lui étant chimiste de métier, de formation. Bref, on a un Gustav Mahler qui en effet prépare tout le camp pour pouvoir composer pendant l'été où il y a son espace, son temps libre. Sa cabane au bord voilà, exactement. Pour dédier chaque heure, chaque minute à la composition, mais main dans la main, des engagements de chef d'orchestre. Et dans les conducteurs, là, le conducteur de la première symphonie, on a dans toutes ces symphonies une récurrence des indications et systématiquement organisées avec les langues. C'est-à-dire qu'en italien, il va donner le caractère, ou des fois il va donner donc les nuances, ou certaines articulations au mot de jeu, et il va toujours écrire en allemand des indications qui sont pour l'exécution, pour l'instrumentiste ou pour les chefs d'orchestre. On a donc voilà des phrases, c'est toujours en allemand pour les chefs, pour les collègues. Disons qu'il y a le Mahler chef d'orchestre qui des fois nous laisse des longs paragraphes, oui, en allemand où il nous indique exactement qu'est-ce qu'il lui souhaite, et des fois c'est full de dirigenti, non, c'est uniquement pour les chefs d'orchestre. Donc c'est des annotations qui n'apparaissent pas dans les matériels des instrumentistes de l'orchestre, et ça apparaît uniquement dans les conducteurs, parce qu'ils concernent uniquement le chef d'orchestre. Dans l'interprétation, donc il va indiquer ici, il faudrait absolument que les contrebasses soient avec 5 cordes, parce que là c'est ré grave, pour donner un exemple, il faut que ce soit joué dans l'octave où c'est noté. Et si le contrebasse ne possède pas une 5e corde, il faut éviter ce qui de coutume se fait, c'est qu'ils vont jouer l'octave par-dessus. Ils vont sauter d'une octave pour jouer la note, mais comme la note il est pas dans les registres, parce que habituellement des contrebasses à 4 cordes, donc d'habitude il sautait d'une octave. Donc là il écrit très clairement pour les chefs d'orchestre de faire attention à que les contrebassistes n'effectuent pas cette saut d'octave qui c'est pratique de coutume. D'habitude ils le font automatiquement, donc il est bien veiller à qu'il n'y ait pas d'octave aiguë, d'octave supérieure qui sonne dans le pupitre de contrebasse, mais bien celle qui est écrite. Et si dans les pupitres de contrebasse il y aurait un instrument, enfin juste une ou deux contrebasses qui auraient la note grave, gardez uniquement ces 2 instruments pour jouer les graves, et tous les autres ne jouent pas. Donc c'était tellement précis. Et là, c'est des indications, ça concerne notre laboratoire, quand on fait les répétitions, où on doit bien détailler chaque demande, et bon, les résultats pour offrir au public ce qui Mahler a souhaité. Et en effet, ce n'est pas pareil écouter un ré grave de contrebasse qui est l'octave aiguë, où c'est en effet la doublure de l'octave du ré qui peut produire un violoncelle dans sa note, dans la corde la plus grave
sa quatrième corde. Avez-vous eu à faire parfois des réticences ou des rébellions de musiciens ne voulant pas respecter telle ou telle consigne par commodité pratique ou par peut-être manque d'habitude et par tradition aussi parfois? Non, je dirais pas de réticence parce que bon, on est quand même devant un génie. C'est vrai que la demande n'est pas vis-à-vis du chef d'orchestre ou de l'instrumentiste, mais devant ces grands musiciens, ces grands maîtres qui est Mahler. Donc c'est vrai que, enfin, si besoin, je peux juste rappeler que c'est un fait. Et en effet, on se rend compte qu'il entend exactement ce qu'il a écrit. Il a tellement d'expérience dans la praxis. Ce n'est pas un compositeur c'est juste une idée objective ou subjective musicale qui dans la pratique deviendra peut-être autre chose. Non, là on a quelqu'un qui est dans la praxis, c'est vraiment un praticien, c'est quelqu'un qui chaque semaine est avec des orchestres. Donc oui, toutes les consignes sont voilà, elles sont acceptées par les instrumentistes parce qu'on voit qu'il y a une connaissance des causes très très profonde. Et bien quand on respecte ce qu'il a écrit, on voit les résultats. Ma tâche, ce n'est pas uniquement de respecter le texte, mais essayer comme l'idéal de tout chef d'orchestre, de penser à la forme, c'est la morphologie, de déterminer exactement quel est le point culminant, le apex de chaque mouvement, quel est vraiment les parcours dramaturgiques de la symphonie. Et comment y arriver? C'est l'analyse, oui. Il y a votre analyse avant les répétitions, la connaissance de la partition, le respect des volontés du compositeur. Il y a aussi le chef qui, face à un orchestre, essaye d'en tirer le meilleur en fonction des gens et des musiciens et des instruments qu'il a. Et puis, il y a aussi votre propre perception de la musique. Déjà, ce que vous avez pu avoir, vous, dans l'oreille, par différentes formations que vous avez pu encadrer, ou des disques que vous avez pu entendre. Comment on fait la part de tout ça quand on découvre, à partir de la musique qu'on a dans l'oreille, quand on découvre la partition, et quand on est confronté ensuite aux musiciens? Les choix sont faits au préalable. Et on ne peut pas découvrir la partition au podium. Donc c'est vrai que justement notre tâche de chef d'orchestre, c'est de venir déjà avec un bon nombre de décisions qui ont été prises et faciliter la tâche instrumentiste et aboutir plus rapidement une interprétation, une version du texte, une manière que nous on construit avec chaque identité des orchestres, avec chaque contexte. On va jouer des symphonies, donc on sait des symphonies de Mahler se jouent dans tout coin du monde, donc chaque région peut apporter un peu une couleur d'une compréhension de ces textes qui lui appartient. Et le chef d'orchestre en premier, c'est lui qui vient avec donc un certain nombre de décisions d'interprétation qui ont été déjà prises. Et sur les plans sonores, par exemple, et il y a bien sûr des nuances, mais des fois, on est confronté au fait que les instruments ont évolué, et les instruments qu'on joue aujourd'hui, que les instrumentistes possèdent aujourd'hui dans les orchestres, ne sont pas exactement les mêmes dans leur facture que celui qui était à l'époque. Donc des fois, il faut en effet accommoder certaines nuances, certaines indications pour venir à la vraie distribution, ou à l'idéal distribution des plans sonores. Pensez notamment au basson. Oui, le trombone aussi. En effet, oui, tous les instruments ont évolué. Là, on a un Mahler qui a hérité déjà de toute une première grande partie de l'évolution des instruments avant. Et les corps chromatiques aussi sont d'usage à l'époque. Donc, en effet, ce n'est pas tout à fait la question de la fabrication de l'instrument, mais d'une facture qui est plus fine sur le matériau, sur la perce des trombones, si on parlait des trombones, ou de basson ou fagot, comme on disait très bien. Mais, en effet, on a des décisions à prendre. Et pour les points culminants, pour la morphologie, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet à notre public de sentir ce plaisir esthétique. D'avoir été vraiment importé sur un parcours, une dramaturgie qui est claire, qui est limpide,
qui nous parle. Bref, là pour le premier mouvement il y a la forme sonate. Bien sûr, moi j'ai bénéficié d'une éducation universitaire, j'ai fait un parcours universitaire en direction d'orchestre en Argentine. On a la chance d'avoir une formation qui est vraiment universitaire, donc on a pas que la musique mais pas mal d'aspects philosophiques, des aspects même de théologie et comprendre la poiesis et l'esthesis, donc tout ce qui est le texte en soi et tout ce qui est le contexte qui est autour tout ce qui est autour de ce texte-là. Et qu'est-ce qui se passe dans la société à ce moment-là? Donc, il y a énormément d'informations qui nous permettent de comprendre pourquoi Mahler a écrit, pourquoi il a sollicité telle ou telle chose. Et voilà, ça facilite la tâche, ce cheminement. Pour la forme sonate, je disais, on pourrait venir sur des grands discours techniques, mais ça, on le trouve dans les livres, on le trouve même dans d'autres vidéos, d'autres émissions qui n'est pas la nôtre. Mais si on va au plus fondamental, la forme, en effet, c'est un rappel. Un personnage, un autre personnage, des embrouilles, si on veut. Et après, le retour de ces deux personnages, et on le reconnaît. Et quand on reconnaît quelque chose, on a un soulagement, on a ce réconfort de revenir à quelque chose qu'on connaît, on revient à la maison, il y a ces réconforts, il y a ce plaisir esthétique que je disais, je connais, je reconnais, ça me réconforte, j'aime. Eh bien, si on a l'idée assez claire de cette forme, de comment il fonctionne cette forme, et pourquoi le personnage revient, et à quel moment il revient, et pourquoi il y a eu un point culminant qui était juste, qui a précédé, ce retour de réconfort, de cette reconnaissance des personnages qu'on connaît, comme dans n'importe quel texte littéraire, où on a vraiment besoin d'avoir bien identifié quel est le profil psychologique, quel est le tempérament de tel ou tel personnage, pour ensuite bien suivre l'histoire, pourquoi les événements vont se dérouler ainsi, voilà, c'est là où on va se délecter de cette lecture. Et là, pour la musique, pareil, on a un discours musical que c'est à nous, chefs d'orchestre en premier, d'avoir cette structure claire dans la tête et communiquer ça avec les instrumentistes. Et nous, on doit apporter cela, parce qu'il y a des orchestres des grands niveaux et qui pourraient jouer les symphonies de Mahler seuls, sans chef. Sinon, on vient diriger donc l'orchestre. L'idée c'est d'apporter, l'idée c'est mettre une impulsion, un souffle. Oui, et surtout voilà, donc faciliter, et en tout cas pas encombrer un orchestre sous l'interprétation, tout au contraire, essayer d'illuminer des passages qui peuvent être obscurs, de montrer des lumières au fond des tunnels, enfin vraiment ces élans qui on peut en effet insuffler à un orchestre, et puis les profondeurs, les côtés philosophiques, des choses qui sont présentes dans Mahler. On parlait des marches funèbres, mais pourquoi des marches funèbres? Parce qu'on a un artiste qui est toujours sur ces questionnements de la vie, de la mort. Puis qui a connu beaucoup d'enterrements quand il était jeune. Exactement. Et la timbale rappelle la marche cadencée, sans doute des chevaux emmenant le cortège funèbre. Oui, à une époque où en effet, même les enfants ont des familles qui disaient bon, on a donné naissance à une quinzaine d'enfants, mais combien ils ont survécu? Juste moins d'une dizaine. Bref. Je crois qu'il explique, c'est peut-être réécrit dans ce livre d'Adorno, que un des souvenirs qu'il avait de son enfance, oui, c'était les enterrements. Exactement. Donc ces marches funèbres, c'est même les fanfares. Il a grandi donc dans une auberge. Et il y avait une caserne à côté, il y avait toujours les trompettes et les appels, et on voit dans tout le long de son œuvre qu'il y a ces trompettes ou ces appels de trompettes qui est à l'image de ce que lui entendait. Il était bercé dans cette fanfare des appels des trompettes qui étaient toujours dans son quotidien. Oui. Et en effet, on revient à l'humain. Pourquoi tout à l'heure on citait l'orchestration originale, l'orchestration définitive? On a un Mahler de 24 ans qui doit traverser l'Europe pour gagner sa vie. Et donc, chef, à droite, à gauche. En effet, une situation extrêmement précaire. Et il faut le rappeler, il n'y avait pas de TGV à l'époque, donc c'était de longs voyages, des jours, des semaines, entre Kassel où il était, pour aller jusqu'à Budapest, enfin pour monter à Hambourg. Après, quand il a des postes plus prestigieux ou un travail plus stable, moins précaire, là oui, il va s'installer à Hambourg, il va s'installer à Vienne, il va passer quand même des longs séjours sans avoir à voyager, à traverser l'Europe, et à errer dans le chemin. Et donc quand on pense à 1885,
Eh bien, ces voyages en Europe, c'était des journées où on s'arrêtait dans des auberges, dans chaque village, et on devait nuiter pour ensuite réentamer le chemin le lendemain. Enfin, c'est des choses qu'on oublie, mais elles sont présentes dans la partition. Ils sont présents dans tous ces rappels, dans tous ces mondes qu'il veut mettre dans la symphonie, où il y a cette musique populaire. Tout d'un coup, peut-être, il était dans un lieu, dans un bar, il a entendu cette musique klezmer, qui lui rappelle la musique qu'il a entendue dans son enfance. Et bien, dans le troisième mouvement, il y a des apparitions assez soudaines. Donc, d'emblée, il y a un changement de tempo. Il y a des musiques klezmer qui apparaissent, des coups de cymbales, des grosses caisses. Enfin, c'est vraiment, il faut le dire, c'est d'emblée qu'il y a des enchaînements très très soudains, parce que peut-être il avait juste poussé la porte du bar et cette musique qui apparaît dans son oreille, et c'est à l'image de son parcours, c'est à l'image de ce qu'il vivait. Et un Mahler très jeune qui a orchestré d'une manière, parce que bon, il voulait être respectueux, il a pas osé, il n'est pas allé trop loin sur certaines choses, même si dans sa tête il avait déjà une idée de ce qu'il voulait entendre. Et il y a une maturité. Et il a donc évolué aussi, il a dirigé des orchestres, donc il s'est permis et il finit par écrire des choses qui sont très 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 osées et très très développées dans l'écriture de l'orchestration. Et donc ce qui pour moi est très important, parce que ça nous rapproche de lui, ça nous fait comprendre qu'il oui, il était un génie, mais il était un humain, il a comme nous, comme monde mortel. Une certaine forme de simplicité quelque part. Voilà, et comme nous. Il a vécu des difficultés, des galères économiques. Il a comme tout jeune, sentimental. Les débuts de son horizon professionnel est assez précaire. Et voilà, c'est comme nous, un humain comme nous. Oui. Et on voit aussi dans son évolution que même étant un grand génie, mais au début, il a eu besoin de mûrir pour après vraiment accomplir le grand art qui nous propose, qui nous laisse. Nicolas Sagolo, vous avez cité tout à l'heure. Vous avez évoqué la théologie. Je n'oublie pas que cette symphonie me semble aller en 4 mouvements dans la forme qu'on lui connaît actuellement, dans on va dire une dynamique descendante du premier au troisième, avant de retourner par le quatrième vers une forme de réconciliation. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'elle me paraît. Et je reviens à ce livre d'Adorno. Nous sommes dans les chapitres sur les dimensions de la technique, et la conclusion de ce chapitre tient en cette phrase. À propos de la sonorité, il dit: la sonorité, celle des dimensions de la musique qui s'adresse le plus au sens, devient elle-même le véhicule d'un contenu spirituel. Peut-on voir dans la musique de Gustav Mahler en général, et précisément peut-être déjà dans cette première symphonie, un contenu ou une aspiration à la spiritualité chez Gustav Mahler? Absolument, dans toute son œuvre. Dans toute son œuvre en général. Dans les lieds, disons que quand il y a un texte, on peut le circonscrire à la signification du texte. Et quand il n'y a pas de texte, on va même au-delà, parce que ce n'est pas juste notre compréhension sémantique. Non, on est même sur des choses qui c'est de l'artistique, dans du supra-rationnel. Et puis c'est un homme qui a vécu aussi une conversion au cours de sa vie. Alors, oui, une conversion. Donc un intérêt, au moins. Pour la spiritualité. Il y a plusieurs choses. Disons que le spirituel est toujours présent. Oui. Et il y a cette idée de la musique pure, donc sans le texte, donc on passe sur quelque chose que je dis c'est supra-rationnel, parce que quand c'est que des sons, enfin c'est pas 2 plus 2 4. On peut pas dire que il y a ces textes-là, ou parce que Nietzsche, ou parce que le tel poète, non, voilà, on est au-delà. Et Mendelssohn déjà le disait à l'époque, enfin, on a des dialogues entre la première moitié du 19e siècle, un Mendelssohn qui peut rapprocher plus à un Hegel, dans ses repères philosophiques, et un Mahler qui est plus près d'un Nietzsche, et, ou bien de la psychanalyse, des débuts de la psychanalyse, c'est lui-même qui a fait des séances avec Sigmund Freud. Oui. Et donc, oui, on est sur des questionnements, et une quête de compréhension de cette spiritualité. On va pas faire une exposition sur la philosophie de Nietzsche, mais on voit vraiment des questionnements très, très profonds à ces moments-là, sur les spiritualités, sur l'existence. Et là, cette symphonie, c'est à l'image. On a les 3 premiers mouvements, qui, c'est les ébats. Enfin, il est vraiment, ce sont les reflets et les témoins de son expérience. Exact. Espoir, désespoir, frustration, déception amoureuse, professionnelle. Je disais tout à l'heure, des galères, bref. Donc, le 4e mouvement,
et la dernière bataille et la victoire. Donc lui, il a Beethoven aussi en fait. Les tonalités sont parlantes également. Et on a, comme dans la cinquième symphonie, on voit comme dans Egmont, on voit une inspiration qui est beethovenienne avec cette recherche de victoire à la fin, avec des luttes qui précèdent, des souffrances, des moments voilà difficiles comme dans n'importe quelle vie, la vie de nous tous, et une victoire qui est représentée à la fin, mais très très guerrière, hein, du fa mineur. C'est vraiment des choses, on dirait même violentes, brusques. Et vers la fin, le triomphe, la victoire. Je dirais plus victoire que triomphe. On pourrait parler plus des réussites c'est plus réussir que gagner, hein, on va le dire. Hein. On est sur des subtilités de termes qui sont dans la réflexion d'un Mahler. Et on a déjà l'ADN de l'œuvre mahlérienne. Pour le troisième mouvement, par exemple, avec cette parodie qu'on a citée déjà, et la réexposition, enfin, le début c'est un ré mineur. Et ensuite, quand il y a la récapitulation de ces thèmes avec cette parodie de frère Jacques en mineur, c'est un ré bémol mineur. Et là, on a une signature mahlérienne jusqu'à sa 9e symphonie, la 10e, bon, notamment la 9e, la 10e parce qu'elle est inachevée, mais dans sa 9e symphonie, l'idée des modulations ou des grandes phrases ou des grands mouvements des symphonies qui commencent dans une tonalité et qui finissent en demi-ton en dessous, ou certains passages qui ont été donc modulés pour se faire sur un demi-ton par-dessus, on dirait c'est rien du tout un demi-ton, ou ceux qui n'ont pas analysé en profondeur des symphonies de Mahler dire oui, bon voilà, c'est peut-être anecdotique, pas du tout. Déjà, ça change totalement toute la patte sonore. C'était également présent dans la 4e, il me semble, de mémoire. Et oui, et dans la 9e aussi, de finir un demi-ton en bas. Bon, Debussy l'utilisait à l'époque. Et dans la cathédrale engloutie, quand il y avait l'image de la cathédrale qui est sous l'eau, on passe d'un do à un si. Et après, on va aller sur mi bémol mineur pour les moments des conflits, des vagues. Et à la fin, on revient sur do. Enfin, vraiment, il y a cette idée des grandes phrases, une pensée, d'une grande morphologie avec des plans tonals qui vont accompagner la recherche du message. Et donc, on a ici une symphonie qui est construite sur ce parcours tonal, et le ré majeur, le ré mineur, le ré bémol mineur qui ira fa mineur après, et donc le relatif du ré mineur c'est le fa majeur, mais donc il va le minoriser pour ensuite finir sur du fa majeur, et à la fin il finit sur la majeur, donc c'est un rapport aussi à une arche d'une dominante, de ce qui était le début, l'idée de se lever, c'est vraiment des... Y a-t-il un défi pour le chef de faire passer l'orchestre et le public dans ces passages-là précis des œuvres? Oui, on n'est pas obligé techniquement même. Oui, nous on n'est pas obligé d'expliquer que parce que c'est telle ou telle tonalité. Mais avant cela, il y a eu déjà Wagner. Et les tonalités dans les œuvres, enfin, c'est aussi ce qui permet de construire l'œuvre à grand élan. Sinon, sur des pièces courtes, ça serait absurde de moduler autant de fois ou de présenter juste 2-3 mesures de chacune dans une tonalité différente. Donc, en effet, ces choix des tonalités font aussi à la construction à long terme, à longue haleine des œuvres. Donc oui, l'ADN de Mahler il est déjà présent dans la symphonie. Et au milieu, on n'a pas encore évoqué, mais il y a un bal populaire, il y a un Ländler. Oui, il faut revenir sur cette musique populaire. Donc on parlait des profondeurs, des questionnements spirituels, des questionnements de vie. Et puis il y a la musique des tavernes. Mais au milieu, on a aussi ce qui fait partie de la vraie vie. Des moments où on va décompresser, des moments où on se met tout simplement à danser, à célébrer, et ça fait partie de notre quotidien. Ça a pu être décrié par on imagine, à la création de l'œuvre. Là aussi, Adorno revient là-dessus, évidemment. Je vais citer un bref passage, il dit « Mahler fait entrer la musique populaire telle qu'elle, comme un levain, dans la musique noble. » Et il écrit quelques lignes après « Avec la liberté de celui que la culture n'a pas entièrement englouti, le vagabond de la musique ramasse le morceau de verre qu'il trouve sur la route et le tend vers le soleil pour en faire jaillir 1000 couleurs. » Oui,
Donc il ramasse cette musique entendue dans une taverne ou dans un bar. Exactement. Et il nous la propose ici. Adorno, il est donc très explicite, tel quel. Parce que, en effet, il y a une orchestration. Donc, il y a une traduction, il y a un habillage instrumental pour que ça sonne. Enfin, parce qu'il faut que ça sonne bien. Donc, il y a une orchestration qui est là. Oui, c'est Mahler qui est le génie orchestrateur aussi, qui a su traduire ces musiques, ces expressions populaires dans l'orchestre symphonique, qui est un instrument qui est plus polyvalent et avec une richesse infinie des même couleurs. Pour l'instrumentiste, on a l'impression parfois qu'il nous casse le bras Exact. dans une partie de notre instrument dans laquelle on ne le voyait pas du tout jouer, et on se retrouve à jouer à l'alto sur des harmoniques suraigus, concurrençant celles du violon, et on se dit et en fait non, c'est pensé. Oui, et c'est parce qu'il justement il a une connaissance précise des instruments qu'il le fait. Tel qu'elle disait Adorno, il a pas essayé donc Mahler de polir ou de parfaire quoi que ce soit. Non, on a l'expression telle qu'elle, soit dans ces Länder, la danse populaire qui ont cité le deuxième mouvement, soit dans la musique klezmer qu'on avait cité avant dans le troisième mouvement. On entend vraiment ce qu'on aurait pu entendre dans une taverne. On ramasse les bouts de verre et aussi l'adjectif de vagabond. Et en effet, c'est quelqu'un qui à cette époque-là, si on tient qu'il y a la première symphonie, c'est quelqu'un qui est une errance, on disait avec plus d'élégance tout à l'heure, mais sans euphémisme, oui, il va vagabonder un peu certainement dans ses voyages, dans son séjour entre un lieu à un autre, d'un village à un autre. S'il y a eu une panne des cheval, des charrues, un accident, finalement, on va nuiter sur cet autre village, on va découvrir d'autres choses, il y a d'autres musiciens qui passaient ce soir-là. Oui, c'est plus près de la vie de tous les jours, c'est plus près de la vie normale, et je pense moi, c'est ça qui me touche profondément, et c'est ça que je tiens à faire aussi comme démarche vis-à-vis de l'orchestre, à ne jamais oublier l'humain. On n'est pas qu'à pour placer une note à côté de l'autre, on n'est pas qu'à pour jouer des notes. On est pour décrire toute cette fresque de la vie humaine, des émotions humaines, des vécus humains. Et vous avez pris le temps d'ailleurs avec cet ensemble, donc les Clés d'Euphonia, composé de musiciens amateurs, d'assister, de venir prendre le temps dans chaque pupitre, dans nos partiels. Oui. Ça c'est quand même assez. Déjà, la semaine de travail nous l'a permis. C'était assez riche pour ça, et vous avez pris ce temps-là. Exact. Pour pointer justement tel passage important, même chez les altos, c'est dire ce qu'il fallait jouer à tel moment, l'importance que ça pouvait revêtir. Tout à fait, parce que c'est vraiment une chance, disons, on a un orchestre des pratiques amateurs, et justement, l'avantage de ces contextes-là, c'est qu'on peut prendre le temps pour partager dans des séances ou des partiels, avec tous et chacun. Et on a donc malheureusement réduit de plus en plus, durant le XXe siècle, le nombre de répétitions avec les orchestres professionnels. Il faut pas oublier que à cette époque-là, ou même pour les sacres du printemps, on connaît très bien une vingtaine de répétitions, plus d'une vingtaine de répétitions. Pour monter le vent. Un des derniers qui a pu faire ça, c'est Carlos Kleiber pour ce concert à Vienne, où il demandait 29 de répétitions, il avait obtenu 22, 24 finalement pour jouer les valses que l'orchestre joue par cœur depuis toute leur vie. Donc, mais c'est rare. Donc, avec les orchestres professionnels aujourd'hui, c'est souvent 3 lectures, enfin 3 répétitions. Si c'est un opéra, on aura des répétitions supplémentaires pour faire des scènes orchestres. Et après, vraiment des italiennes qu'on appelle, parce que l'opéra, parce qu'il y a pas mal de facteurs à mettre en place, mais sinon, sur des répertoires symphoniques, en effet, ce n'est jamais plus actuellement de 3 répétitions, des orchestres qui répètent juste une seule fois. Je pense à Tokyo, je pense à London Symphony, qui depuis des années, ils pratiquent une seule répétition, et peut-être la journée même, enfin, répétition l'après-midi, concert le soir. Donc, c'est malheureux, on peut pas prendre ce temps-là. Et justement, j'ai la chance de travailler avec des professionnels, avec des amateurs, et de vivre donc les deux choses. Il faut l'accepter, les pros et les contre de chaque contexte. De se réjouir des choses qui font partie des pros, et d'accepter les contre, et de pallier ces problèmes, enfin, ces désavantages avec chaque contexte. Pour nous, c'était donc une chance de passer une semaine où on a bien organisé
chaque temps de répétition, le temps de partiel, le temps des outils d'ensemble, des collectifs. On a fait que les cordes, on a fait que les vents séparés. On a fait un bon grand laboratoire à Malérien pendant cette semaine-là. Et c'est précieux de pouvoir échanger sur des modes de jeu, sur l'importance. Quel est le rôle? Pourquoi il faut jouer d'une telle ou telle manière? C'est pas la même chose de jouer un forte ici, un forte là-bas. Enfin, c'est un forte où c'est sur un premier plan sonore, ou c'est un forte parce que les autres jouent fortissimo. Donc, en effet, on est plus dans la texture, on a plus sur un remplissage sonore. Et l'approche qu'on a sur les fortes, elle n'a pas la même chose, même s'il est noté de la même manière, ou des modes de jeu très particuliers. Comme les trombones, au fin fond des coulisses, oui, par exemple. Exact. Les débuts où on a vraiment une approche où il dit d'abord très loin, et après très juste loin. Donc on a fait rapprocher à chaque phrase les cuivres. Après dans la danse, si on revient à la taverne, et les cornistes qui doivent jouer les corps bouchés et soulever les instruments. Oui. Les bois aussi qui doivent soulever les instruments. Oui. C'est une position qui est pas commode, qui est les pas corps habituelle. Qui s'élèvent. Les corps qui s'élèvent. Et donc, la sonorité change. Si tous les bois jouent un thème populaire, en soulevant l'instrument dans l'air, et il y a une sonorité, il y a quelques canards qui peuvent apparaître, et c'est voulu, c'est délibéré. On veut que ça sonne pas propre comme dans une salle de concert. On va enlever. Y avait-il une volonté peut-être chez Mahler de faire gagner les personnes, les spectateurs peut-être de classe UP de ces concerts, les tavernes où ils n'allaient jamais? Avait-il pu penser à ça? Tiens, je vais les faire entrer dans cette taverne même s'ils n'y vont pas eux-mêmes. Non, je pense que la volonté s'arrêtait vraiment à partager son vécu, ses recherches. C'est ce que moi je pense. Après, on a des exemples avant, même Haydn. Ah oui. Plus d'un siècle avant lui, ou même un siècle avant lui, pareil, lui, il a voulu aussi introduire des mélodies populaires dans ses symphonies, et surtout des choses qui vivaient les musiciens. Voilà, pendant l'été, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été? Il y a plein de mariages. Et je vais citer juste la dernière symphonie de Haydn, la 104, les derniers mouvements. Ça, c'est un chant de mariage. Yelena, qui on joue pour faire danser dans les mariages l'été. Donc, il y en a des tas d'exemples où Joseph Haydn, qui séjournait tous les étés à l'Esterházy, pendant une grande période de sa vie, Esterházy, la maison pour passer la maison estivale de la cour d'Esterházy, où les musiciens jouaient pour la cour, et puis aussi ils se produisaient dans des mariages qui avaient lieu l'été, où ils jouaient d'autres musiques populaires l'été. Et Haydn, elle avait déjà introduit dans les langages purement symphoniques, dans des symphonies pour orchestre symphonique, des mélodies qui appartenaient à ses quotidiens de l'été, de jouer pendant l'été d'autres musiques. Et Mahler va donc vraiment pousser, comme jamais auparavant, ces démarches d'introduire, mais telle quelle, je reviens sur Adorno et cette précision, parce que en effet, ça sonne pas symphonique, mais ça sonne vraiment comme on le retrouvait dans la réalité. Y a-t-il un passage particulier que vous, à la fois en tant qu'auditeur et en tant que chef, vous appréciez écouter, et un passage que vous aimez faire travailler dans cette symphonie Titan de Gustav Mahler? Non, je n'ai pas forcément des préférences. Non, justement, j'essaie de rester émerveillé à chaque mesure, à chaque phrase. Je n'ai pas non plus de compositeurs préférés. Ça serait plus facile pour moi même de parler de ceux qui sur lesquels je m'identifie moins, plutôt que d'une préférence sur l'un ou l'autre. Et dans la symphonie de Mahler de même. Enfin, chacune c'est un univers entier. Qui avait choisi l'œuvre d'ailleurs? C'était l'orchestre? C'est un vote, en effet. Eux, ils m'avaient demandé de faire une grande symphonie, parce que je les avais dirigés sur de différents répertoires très variés et très ambitieux à chaque fois. Et là, ils voulaient une grande symphonie. Donc, on a dit, pourquoi pas Mahler? Et dans Mahler, et on avait évoqué la première symphonie. Et finalement, il y a eu un vote. C'est ça qui est très beau aussi dans les pratiques amateurs, où on démocratise aussi des choix. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que le plus précieux, c'est de garder ça dans les pratiques amateurs. On est là parce qu'on a envie.
C'est pas parce qu'on doit respecter un contrat, un engagement ou Non. un salaire. Mais il faut aussi être conscient de ces difficultés. La 5e était peut-être plus difficile techniquement. Est-ce que la technique est entrée en ligne de compte dans ce choix de l'œuvre? Non, je pense qu'il y a pas mal de choses dans les cahiers des charges. Et oui, la 5e, elle est peut-être, oui, bon, certainement plus difficile à interpréter, à mettre en place. La première, elle est d'une certaine manière plus accessible. Enfin, faut se détromper aussi sur certains aspects, mais il y avait aussi dans les cahiers des charges la considération du public, la considération d'un concert d'été, et de l'effectif éventuellement, qui était inconnu. Oui. On ne savait pas trop, parce que là, l'orchestre venait essentiellement de Paris, mais oui. on a des gens qui sont venus quand même je crois, de Saône-et-Loire. Nous, on était en Finistère. Les gens ne se connaissaient aussi. pas forcément, de Belgique. Oui. Les Côtes d'Armor, pour certains contrebassistes. Oui, le premier trombone, il est professeur de trombone en Alsace. Et on avait pas mal de professeurs d'ailleurs d'instruments qui participaient à cette et ça sonne, avec ces gens ne se connaissant pas, ça sonne. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui... Oui, comme on avait pas mal de fois à discuter, et moi j'essaye à chaque fois qu'on retrouve un groupe, c'est de vivre avec l'humain. Enfin, je le dis 1000 fois dans notre rencontre parce que je suis un amoureux de l'humain, et donc de créer un groupe humain qui est aussi un orchestre symphonique et pas juste un ensemble de personnes qui sont là juxtaposées. Exact. Donc là on rentre sur même des sociologies, des questions de théorie d'anthropologie ou de théorie de la communication tout court, ou un groupe de personnes avec un but, ça peut être très varié, et un groupe d'êtres humains dans un bus, c'est aussi un groupe de personnes qui a un but d'arriver peut-être dans une destination qui est la même, mais là c'est pas du tout ça, enfin, ou juste un groupe de personnes dans une salle de concert ou dans un stade pour regarder un événement sportif. En effet, on peut avoir des groupes de personnes qui ont un but en commun, mais ce n'est pas que ça. Et donc on peut parler d'holistique aussi. Enfin, c'est tellement riche et tellement vaste et complexe en même temps. Là, on a un groupe de personnes qui, en plus, ne sont pas que dans un lieu déterminé, à un moment déterminé, et avec un but commun, mais aussi avec une volonté de se comprendre, de se rencontrer. Bon, moi, c'est ça que j'encourage au groupe. J'ai pu faire avec les vents, aussi avec les bois, notamment. Je fais pas mal d'exercices issus de la partie théâtrale. Je fais des exercices d'interaction théâtrale avec eux. On a pris des moments où ils laissaient les instruments de côté et on venait juste faire des exercices d'occupation de l'espace, d'interaction dans l'espace les uns les autres, et qui permet de rompre la glace, qui permet d'accélérer ce chemin de rencontre. Parce qu'il y en a qu'une semaine pour bien se connaître et pour jouer ensemble. C'est terriblement court quelque part. Je fais appel à pas mal des ressources et des stratégies de construction d'un groupe humain. Mais nous avons pu sentir que vous appréciez cela. Oui, ou des prises de parole, ou en effet, j'ai cité, où j'ai pu questionner, où j'ai pu mettre un commun, où j'ai invité tout le monde à se poser telle ou telle question, parce que je savais qu'avec 1-2 journées de travail, on allait tous à peu près arriver au but, ou être sur une longueur d'onde qui était commune. Donc, mais vous étiez bien rendu compte lors de la première journée du travail qui restait à faire. On était loin. Colossal, on était loin, bien sûr. La première lecture, forcément, on est loin. Et on revient à ce qu'on disait avant. Quels sont les pros et contre de chaque contexte? Quand on est avec un orchestre professionnel, chacun est obligé de préparer sa partie en amont. Donc quand on arrive en première lecture, forcément, la première lecture, déjà, le squelette, les structures, elle tient, et c'est sur ça qu'on va peaufiner, qu'on va fignoler des détails d'interprétation, de forme. Et avec ces groupes, moi j'ai retrouvé à la première lecture une grande différence entre certains qui avaient peut-être pu préparer un peu plus la partition, ou certains qui dans leur emploi du temps ont pu anticiper, et d'autres qui venaient en effet juste faire une lecture à vue presque des grands passages de la symphonie parce qu'ils n'avaient pas pu préparer ça avant, et il fallait construire avec, et ça faisait partie du jeu, et c'est ça qui me paraît aussi enthousiasmant. C'est un défi. Alors puisque nous arrivons peu à peu au terme de l'émission, Nicolas Goulot, mais y a-t-il une autre œuvre de Mahler en préparation chez vous là actuellement? J'avais dirigé à l'auditorium de Radio France début juillet la 2e symphonie. Donc c'était un mois
très malérien pour moi. J'ai la deuxième symphonie est tout début juillet. Avec quel ensemble? C'était avec l'orchestre et chœur des grandes écoles. C'était en effet mon dernier concert avec eux, la fin d'un mandat de 6 ans avec eux, où on a vécu des choses magnifiques aussi. Et rien de mieux que clôturer avec une deuxième symphonie de Mahler à l'auditorium de Radio France. Et oui, c'était vraiment une prise de congé avec les chœurs orchestres des grandes écoles, la formation symphonique que j'ai dirigée, que j'avais en charge en direction musicale. Et donc oui, c'était vraiment Mahler, et tous ces mois de juillet, bon, et avec toute la préparation. Donc je menais déjà pas mal des mois avec Mahler, avec tout cet univers dans la tête. Et oui, j'espère pouvoir diriger d'autres symphonies. Là, j'ai des invitations pour des orchestres. J'irai en 2024 en Argentine aussi pour diriger l'Orchestre National Argentine. Donc en effet, c'est déjà défini. Alors là, justement, je dois encore, on est entre Brahms et Mahler ou Vaughan Williams. Donc là, il y a encore un dialogue. Mais en effet, j'ai encore des possibilités dans le futur de diriger d'autres symphonies de Mahler. Et oui, j'espère continuer ça. Et sinon, une question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais moi je ne le sais pas, quel instrument jouez-vous? J'étais formé au violon pour l'orchestre. J'ai joué aussi de l'alto. D'accord. Et le piano et la guitare. Mais chaque instrument était un peu comme Mahler, hein, à ma petite échelle, et dans un contexte différent. C'est-à-dire que en Amérique latine, on joue très bien la guitare de tradition espagnole, et c'est un héritage qui s'est fait plus dans les contextes familial, dans des fêtes. Moi, j'ai vécu pas mal de fêtes de famille. On n'a jamais allumé un appareil. Enfin, on jouait nous la musique, on chantait nous, on dansait nous. Enfin, la musique s'est fait en live. Et donc, il faut bien savoir jouer de l'instrument. La guitare qui est le plus pratique. J'ai fait énormément de voyages en Amérique latine où j'ai pu apprendre des musiques de chaque coin en voyageant avec mon sac à dos et ma guitare. Et après, donc, bien sûr, le conservatoire, les choses plus académiques. Et le violon, le piano, à l'université, beaucoup de travail sur le piano, notamment pour la lecture et réduction des partitions. C'est un cursus de 5 ans à l'université en Argentine pour la direction d'orchestre. Donc, oui, on prend le temps de bien travailler, développer pas mal d'aspects, bon musical, mais aussi de la connaissance de l'histoire de l'art, ou de la philosophie, ou théologie, comme on l'a cité avant. Et aussi le violon, donc pour jouer dans l'orchestre. Parce que bêtement, dans ma jeunesse, je me suis dit, si je joue pas à l'intérieur de l'orchestre, je ne comprendrai jamais le fonctionnement de l'orchestre, je ne pourrais pas être un bon chef. Et j'avais ces résolutions. Voilà, donc la place de l'archer. J'ai travaillé le violon, j'ai passé des auditions, j'ai pu intégrer l'orchestre de la Radio Nationale Argentine, l'orchestre académique de Teatro Colón, enfin des institutions célèbres de la musique. Et c'est ça aussi qui m'a permis de commencer à diriger, parce que je remplaçais les chefs quand il y avait une absence, une maladie, et simultanément je faisais mon cursus à l'université en direction d'orchestre. Et pourquoi l'alto? Pour tester? Non, parce qu'il y avait souvent des amis qui avaient besoin de constituer un orchestre pour des projets. Et c'est là que ça manque. Moi, ça me plaisait beaucoup j'ai d'esprit très très curieux d'aller des nouvelles contrées. D'accord. Et il faut ne pas oublier que dans le tango, donc une des musiques les plus connues de musique argentine, l'alto a une place privilégiée. Parce que c'est l'alto, la voix, qui représente plus cet aspect un peu mélancolique du tango. Cet aspect qui est donc, qui s'explique de l'immigration italienne, qui retrouve les musiques aussi africaines, et les musiques vernaculaires originaires d'Argentine, qui fait dans ces combos, dans ces pots, des mélanges de cultures, de métissage, qu'on appelle la créolisation aussi, des genres de musique traditionnelle argentine. Et le tango, il y a cette mélancolie, ces mal de pays qui avaient donc les Italiens qui arrivaient, mélangés avec la tradition d'opéra. Donc l'Argentine est une grande capitale de l'opéra, Buenos Aires depuis toujours, depuis le 19e siècle. Et donc oui, dans le tango, c'est l'alto aussi qui joue, c'est une place. Souvent les violonistes jouent l'alto pour tel ou tel morceau,
ou c'est l'alto qui exprime mieux cette couleur propre au style. Donc oui, non, ça nous appartient. Donc c'est ça qui a fait ma curiosité aussi de jouer, pas uniquement dans les tangos, parce que je jouais dans les orchestres de tango pour payer mes loyers, pour gagner aussi ma vie. J'ai joué dans les orchestres de tango, dans des bals et dans des bars, et dans l'orchestre symphonique. Donc, je jouais aussi l'alto à l'orchestre symphonique. Ça n'a fait qu'enrichir mon parcours. Eh bien, merci pour tout ce magnifique voyage, Nicolas. Je crois que à la suite de Malheur qui nous invite lui-même au voyage, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de terminer cette conversation à travers la partition, à travers l'orchestre et à travers votre perception de la musique. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Geoffroy. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent pour l'attention. Merci beaucoup.